Ils sont des acteurs culturels, ils sont des hommes politiques et ils ont décidé aussi d'être dans cette aventure. Mesdames et messieurs, c'est donc votre émission. On est là pour essayer de découvrir l'histoire de ces personnalités, de ces invités qu'on essaie aussi de vous inviter chaque jour que Dieu fait dans votre émission. Et ce soir, l'estime honneur aussi nous va pour aller découvrir un jeune talentueux, mais qui est tellement riche en tout, qui a du coffre. Et pour le faire, nous avons l'équipe aussi qui est en place, une équipe dynamique et formidable, en commençant par celle qui est au bon milieu d'entre nous. J'ai nommé la grande dame Gisèle, et je dis déjà bonsoir. Bonsoir Dilly. On est là? On est là, en forme. Justement. Ouais. Oui, notre invité va arriver bientôt. Bientôt, donc rinçons les yeux ensemble, on l'attend. Voilà. Plus que motivé afin de pouvoir le recevoir. Voilà. Merci. Je t'en prie, Délil. Voilà. Edouard. Yalil. Son Excellence, comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et on est également là. On est là ce soir, voilà, pour faire de la télé. On fait de la télé. Avec nos invités. Avec nos invités. Mais qui ce sont, soir, oui, qui sont déjà là également. Mm-hmm. Mais il est tellement immense. Oui, c'est... On ne peut pas essayer aussi de le tutoyer, mais vous voyez sur un compte. Voilà. Ils sont là. Oui, c'est une grande figure de la musique togolaise. Ouais. Je dirais une gâchette facile. Une gâchette facile. Oui. Justement. Et la toute première rubrique de cette émission, c'est bien sûr le portrait de l'invité. Ce qui va nous permettre d'aller découvrir cet invité-là et cela est avec la complicité de notre frère Edouard, mais bien avant, juste derrière ce jingle. Le portrait de l'invité, c'est l'apanage de Edouard qui va s'élancer dans cette mare-là et le temps de nous dénicher l'oiseau rare qui est en plateau avec nous ce soir. Voilà, merci à toi Djelil. Une fois encore, bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ce soir, nous allons parler de monsieur, notre invité. Il nous vient de la préfecture de la Kosa, située à 400 km de Lomé sur la route nationale numéro 1, dans la partie septentrionale du Togo. La région de la Kara tire son nom de la rivière Kara qui traverse la zone du Levant au couchant, connue aussi sous le nom de Lama Kara. Elle est située entre 9,20 et 10,5 de latitude nord, entre 0,55 et 1,25 de longitude est, et elle couvre une superficie de 11 738 km², soit près de 21% du territoire togolais. Voilà. Limitée au sud par la région centrale et au nord par celle des savanes, la région de la Kara fait frontière à l'ouest avec le Ghana et à l'est avec le Bénin. Ce territoire qui se trouve dans une grande zone naturelle du pays présente une morphologie très particulière avec un relief alternant de vastes plaines, des vallées et plateaux dominés par de vieux massifs accidentés qui lui procurent un contour sinueux. Justement. Notre hôte de ce soir est originaire du canton de Pia, d'où nous vient le président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé. De son vrai nom, Tchala Essowe, Amron est un jeune artiste originaire du Togo et qui fait du monde sa que ses chansons. Le 6 juin dernier, il sort le titre Surhumain, une chanson qui le remet au devant de la scène musicale togolaise. En ce jour et à cette heure, la chanson a 43 376 vues sur YouTube. On est là, Amron est notre hôte. Amron est notre hôte et voilà, cela se fait valoir par ce portrait avec tout ce que tu as eu à étaler. Et c'est tellement riche, ça prouve que notre invité, il a essayé de poser des pas dans la grande maison. Quand je dis de la grande maison, suivez mon regard, pas forcément ça, mais il a essayé de travailler très durement avant de se hisser là où il est actuellement. Merci pour ce portrait et j'espère bien qu'on va l'inviter pour s'installer. Bonsoir Amron. Bonsoir. C'est Tchala? Je préfère le nom là, authentique. Ouais, Tchala c'est mon nom de famille. Ouais. Mon prénom c'est Issowe. Issowe, Dieu est là ou Dieu existe? Exactement, Maouli. 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 Vous êtes en plateau avec nous et nous allons donner cette fois-ci la possibilité à la dame
sinon la poule de la basse-cour, voilà. Le coq, de vous donner ce qu'il faut faire, bien la logique dans laquelle nous allons être, parce que nous sommes là, c'est beaucoup de choses qui vont sortir là, dans cette émission. Et comme on l'avait dit, vous n'avez pas froid aux yeux, vous avez aussi cette gâchette très facile. Vous tirez sur tout ce qui bouge, vous parlez comme vous voulez sans avoir froid aux yeux. Mais ce soir, je parle de toi. Mais Ouais, Jenny. ouais. Alors, Amron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission On est là. Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Et je crois que les questions qui sont restées dans nos gorges, je crois qu'aujourd'hui nous allons pouvoir les poser et avoir l'occasion d'avoir des réponses. Alors vous allez nous faire un petit briefing de votre parcours. Donc je peux dire que j'ai commencé ma carrière officiellement dans les années 2010 où j'ai sorti mon album Black Boys. Puis c'est dans le parcours d'un artiste, la confirmation de son art se traduit par l'exécution d'un album. Donc je peux dire que j'ai démarré ma carrière officiellement à partir des années 2010. Cependant, mon rapport avec l'arène musicale a commencé bien assez tôt. J'ai découvert le rap quand j'avais 14-15 ans et c'était en 2003. Un soir, je rentrais de l'école quand j'ai été abordé par un vendeur qui voulait à tout prix que j'achète un CD parce que depuis le matin, il n'avait rien vendu. Je n'étais pas intéressé. Il me proposait un album qui était celui de 50 Cent. Et moi, je lui ai fait savoir que non, moi, j'écoute pas la musique américaine, puis il chante en anglais, c'est pas trop mon fort. Il me dit, ah, ok, d'accord, donc j'ai un CD pour toi. Et il me présente un CD, c'était 5e As de MC Solar. Je lui dis, je vais pas l'acheter. Il dit, non, tu as dit, tu n'écoutes pas la musique de rap en anglais, mais ça, c'est un rappeur français. Je prends le CD, je regarde MC Solar, je vois les titres, et je dis, ok, d'accord. Il y avait un titre qui m'a frappé, parce qu'à l'époque, ça tournait fort sur la TV2, justement. C'était Solar Pleure. Je me suis dit, ah tiens, bon, je vais l'acheter. Et je l'ai acheté pour 1000 francs. Je me suis rentré à la maison. Et ma soeur, elle affectionnait vraiment le titre. Donc dès qu'elle a vu le CD, ah, tu as pris le CD d'MC Solar? Elle l'a pris. Donc, on l'a mis dans le lecteur, à l'époque, c'était les CD. Et ça jouait. Et après 2-3 jours, j'ai vu que ma soeur commençait à rapper le test. La soeur? Oui, ma grande soeur, oui. Ma grande soeur, bon, nous sommes 5 dans notre famille. Il y a une fille, 4 garçons. L'unique fille, c'est l'aînée, la grande sœur. Je suis le premier garçon et j'ai 3 petits frères. Donc je rentre et puis je vois, elle rappe. Je dis, mais quelle histoire ça? Et ça m'impressionnait. Comment elle arrive à répéter ce que le gars fait dans le tempo et tout. Je dis, bon, moi aussi, je vais essayer de m'y mettre. Donc elle, qu'est-ce qu'elle faisait à l'époque? Elle joue le CD, elle bloque et elle copie le texte. Voilà, les paroles. Donc, comme moi, si je voulais apprendre, je lui demandais, elle ne voulait pas me remettre la copie qu'elle a eu à faire. Elle me dit non, moi aussi, de faire la même technique. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et de fil en aiguille, j'ai fini par maîtriser le test avec quelques erreurs. Parce que bon, il y a des paroles qu'on écoute, mais on n'entend pas vraiment le sens. Parfois, quand on est jeune, on doute un peu de n'importe quoi. Donc, j'ai commencé à travailler sur les tests de Solar. J'ai fini avec Solar Pleure. Il y avait un morceau qui était pas mal intéressant, Lève-toi et rap. Ma grande sœur l'a bûché également. Je dis, mais tiens, donc c'est devenu comme une compétition. Et quand je me suis lancé dans ce challenge, j'ai fini par bûcher carrément tout l'album de Solar. Elle, entre-temps, elle a été déconnectée parce qu'il y avait des chansons très techniques et tout. Et bon, moi, comme j'avais plus la dynamique, j'ai réussi à le faire. Donc, qu'est-ce que je faisais? On habitait à la gendarmerie. Donc, j'avais des amis qui habitaient, on jouait souvent au foot. J'ai commencé à lancer des défis. Quand tu viens, je te remets le CD de Solar, voilà, essaie de voir la chanson que tu veux, tu la prends, tu viens, on fait un concours pour voir qui maîtrise le test. Mais tu as parlé de la gendarmerie, c'est l'occasion, c'est justement dans ce parcours également. Gendarmerie comment? Oui, mon papa il est officier, il était logé et j'habitais avec mon papa, justement, donc c'est à la gendarmerie. Donc j'avais des amis avec lesquels je jouais, donc je lançais le défi, allez-y, il faut voir le morceau que vous voulez interpréter, celui qui peut le bûcher, vient, on fait un concours. Et bon, je les battais tous. Donc ils étaient impressionnés, mais en même temps, ils commençaient à dire non, voilà, ce ne sont même pas mes chansons, c'est facile. Si c'était vraiment mes propres chansons, on pouvait comprendre et tout. J'ai dit ah ok, bon. Mais j'avais un ami qui avait monté un petit studio chez lui à la maison, au camp aussi. Et
Quand il avait vu que je m'intéressais à la chose, il m'a dit tiens, j'ai un mini studio à la maison, tu peux passer, on va voir ce qu'on peut faire. Donc on s'organise et je passe chez lui à la maison. Et je vois le studio, comment ça marche et tout. Et il me présente l'ingénieur de son. C'était Masterjust. Lui, il était à NDA. Moi, j'avais quitté NDA. J'étais parti au niveau du collège. Comment on appelle l'école? Providence. Voilà, le collège Providence. J'étais à la Providence et je suis venu. Il m'a présenté à Masterjust. C'est un ingénieur de son. C'est lui qui fait les sons. On a sympathisé. Et j'ai été impressionné par le génie créateur du gars. Donc, c'est lui qui m'a. Avec lui, j'ai fait mes premières prises de voix. Il m'a indiqué comment on pose devant le micro et tout. Et j'ai aimé, donc là, créer la relation. Et j'ai découvert Omar Bi là-bas aussi. Donc, Paix à son âme, effectivement. Et pas mal d'artistes de l'ancienne génération, on s'est retrouvés là-bas. Mais bon, comme j'étais en troisième, pour les parents, c'était important que je puisse continuer les études. Donc, à un moment donné, ils trouvaient que je ne m'appliquais plus dans les études. En seconde, je n'étais pas régulier. Parfois, en classe, pendant les heures de cours, moi, j'étais là à vouloir composer des chansons et tout. J'étais très, très distrait. Donc, on a voulu quelque part me redresser. Donc, ils se sont dit que j'étais un enfant trop gâté parce que je suis à la maison. Donc, il fallait que je découvre le monde extérieur. J'ai quitté la maison pour aller au niveau d'Ali de Gomé, chez mon oncle. Et là, j'ai fait la première et la terminale au collège Kouvari. C'était en 2004-2005. Pendant cette période, j'avais carrément coupé le contact avec la musique, totalement. Parce que j'avais plus accès au studio, j'habitais chez mon oncle. Et quand tu pars le matin, il y a une heure à laquelle tu dois rentrer le soir, c'est vraiment strict. Mais toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu à fréquenter peuvent le témoigner. Pendant les heures de cours, surtout les heures de mathématiques, j'avais toujours mon cahier et je composais les chansons. J'ai pris l'habitude des chansons de Solar parce que de fil en aiguille, je me suis abonné à Solar et j'écoutais que du Solar. J'écoutais plus aucun autre rappeur à part Solar, jusqu'en 2008. Donc, même en première, je me suis même fait un ami intime comme ça, Pacom, s'il nous suit, il peut témoigner. Et j'ai ramené le CD de Solar. Et les potes qui avaient, je disais, voilà, chacun n'a qu'à apprendre ce qu'il y a. Exactement. Donc, on a gardé ça. Donc, en classe, même, pendant les heures de maths, moi, mon cahier de maths me servait à écrire des chansons. Il disait qu'il était un artiste et tout. Là, tu détestais les maths, alors? Ouais, bah, c'est pas trop... En fait, j'avais fait un choix beaucoup plus jeune. Je me suis dit, les maths, ça n'allait me servir à rien dans la vie. Justement. Je me voyais dans ce que je voulais faire plus tard. Donc, bon, je me suis dit, je vais pas faire les maths. Parce qu'à la base, quand j'étais petit, je voulais être médecin. Mais après on m'a dit il faut faire les mathématiques, les physiques, j'ai dit que non, c'est trop compliqué. Donc je vais devenir avocat pour défendre les gens parce que c'est aussi sauver des vies. Mais après, quand j'ai eu le choix entre continuer les études et faire la musique, je me suis donné comme argument que être un avocat, c'est défendre la veuve et l'orphelin. Être médecin, c'est sauver des vies. En étant artiste, je suis les deux en même temps. Pourquoi? À travers ma voix, je peux défendre des valeurs qui sont fondées sur les droits de l'homme et l'amour du prochain. Mais en même temps, à travers ma composition, je peux soigner des cœurs blessés, je peux soigner des âmes. Donc je me suis dit, je suis et médecin et avocat. Donc j'allais opter pour cela. Donc voilà. Donc comme je le dis, on revient. Même en classe, je composais les chansons, mais j'avais carrément coupé avec les studios parce que j'étais à Dido Gomé, chez mon oncle. Donc après 2005, il y a eu le décès du président Adema et il y avait eu une petite tension dans le pays à l'époque et j'ai dû revenir à la maison et c'est en ce moment que j'ai recontacté Masterjust parce que je voulais faire une chanson pour pouvoir parler de la paix et appeler les gens à se calmer. Le refrain même, si je me souviens, ça fait Miakata miabedouye, zigiji tenjo milagloin milaseme, togovio katamicha, ote blui ote chake, mima chakao, miakata miabedouye, zigiji tenjo milagloin milaseme, togovio katamicha, ote blui ote chake, mima chakao. C'était le refrain ça. En 2005, j'avais repris ça et je l'ai enregistré. Et c'est Masterjust qui m'avait qui avait travaillé sur le projet et tout. Mais jusque là, c'était pas évident que j'allais être artiste. J'avais cette volonté, mais pour les parents, il était impératif que je puisse obtenir le bac. Et c'était en 2005? 2005, oui. 2005-2006. Donc en ce temps, entre-temps, les Toufans se sont formés. Il y avait Épervier qu'ils ont lancé entre 2005 et 2006 et tout. Et ça avait pris.
Et ils ont enchaîné, ils ont commencé à tourner, j'ai vu. Et bon, comme on était des amis de longue date, si on se fréquentait, et j'ai vu maintenant qu'ils ont formé un groupe et que le succès était au rendez-vous, ça a commencé à me motiver. Tiens, ben, on peut le faire. Donc, bon, comme on se fréquentait, je savais comment ils préparaient les morceaux, on se voyait parfois en studio, comment ils préparaient les concerts. Et je commençais à engranger de l'expérience. Je me suis dit, mais tiens, ce monde m'intéresse. Mais en même temps, il y avait la pression des parents qui voulaient automatiquement que je puisse continuer les études. Donc, en 2006, je passe le bac pour la première fois et j'échoue. Et j'ai échoué avec un point. Un point. Ouais. C'est les maths, ça. Oh, j'avais eu un en maths, tu vois. Et même on a dû me souffler le domaine de définition. Là, j'ai bien deviné. Ouais, bien sûr. J'avais eu un en maths. En ce moment, j'ai regretté. Je me suis dit, mais tiens, peut-être juste un peu d'attention. Et j'aurais pu peut-être jeter un coup d'œil. 15-5, j'ai joué avec un point. 2, c'était suffisant. Hein? Mais bon. J'avais pas pris les études au sérieux, c'est vrai. Et il fallait reprendre la terminale. Mais j'ai dit aux parents que non, moi je ne vais pas reprendre. Voilà, j'ai trouvé ma vocation, je vais faire de la musique. Et là, on m'a posé un ultimatum. On m'a dit non, d'accord. Comme je veux vraiment arrêter, je veux faire la musique, c'est bien. Mais il est impératif que je puisse avoir au minimum le bac. Je dis non, j'ai pas besoin d'avoir un diplôme pour chanter. Le vieux a dit niet. Que au moins tu dois. Bon. Papa a dit niet, il n'aime pas qu'on l'appelle le vieux. En fait, il dit d'avoir au minimum le bac parce que même dans 15, 20, 30 ans, si tu as envie de poursuivre des études universitaires, tu as déjà un créneau facile. Donc, même si tu peux être un artiste talentueux, ça peut te servir. Voilà, donc fais un effort pour. Et il a raison. Et j'ai commencé mon périple, j'ai dit non, bon, en ce temps, je vais aller en candidat libre. En candidat libre, je me permettais de ne pas aller au cours quand je veux et tout. Continuer pas à faire la musique. Exactement, je commençais à enregistrer des titres, j'écrivais et tout. Et parce que j'avais donné ma parole que je devais avoir au minimum le bac avant de lancer de la musique, je commençais à aller en studio en cachette. Papa Mastaïman se donne rendez-vous, il peut me dire qu'on se retrouve à minuit. Donc je quitte la maison en cachette, oui. Je quitte la maison en cachette pour aller au studio. Oui. Tu sais, il faut qu'il fasse nuit que tout le monde dorme et tout. Bon, le vieux c'est un militaire donc parfois il vieille. Donc tu trouves les astuces pour sortir, aller en studio et tout. Et ça a commencé comme ça. Donc c'est pour vous dire que j'avais cette passion là et j'étais même prêt à faire des sacrifices pour la musique. Donc en 2007 je tente le bac pour la deuxième fois et j'échoue avec 8 points. Mais bon, ça te fait, c'était la faute à beaucoup de choses, je n'apprenais pas. Attends même. Pourquoi? En ce temps, je n'aimais pas porter mes responsabilités. Donc, je vais rejeter cela. Donc, j'ai continué. Et la dernière année, ils m'ont dit non, il faut en contenter. Je dis quoi? Non, c'est que l'humiliation, ça. Moi, je tente le bac une fois avec un point d'échou. Je dis, je ne vais pas continuer. Vous me forcez à répondre. Je vous écoute. Et j'ai échoué une deuxième fois. Vous voulez que je retourne pour encore échouer? Je vais se moquer de moi. Encore plus important. Voilà, j'ai dit jamais. Peut-être avec 40 points. Tu vois, quel 40 points? Peut-être que tu aurais eu un 7 ou un 8. Il n'y avait plus l'engouement pour ça. Mais ils ont insisté. Et cette année-là, on m'avait inscrit pour les sciences politiques à Montréal. J'avais les cousins là-bas. J'avais obtenu le CAQ, le certificat d'aptitude du Québec et tout. Il fallait juste que je vienne avec le bac et tout. Et puis c'est bien. Et ils ont insisté pour que je puisse reprendre. Bizarrement, cette année, peut-être que c'est l'expérience. J'ai trouvé les épreuves abordables. Pourtant, je ne m'étais pas appliqué tout au long de l'année. Mais j'avais trouvé les épreuves assez abordables. Et j'ai composé. Mais bon, je m'étais dit que j'allais encore échouer. Puis le dilemme, c'est que quand je passe la troisième fois, que ça marche ou que ça ne marche pas, moi, il va me laisser faire oui. Et dans ma tête, je me suis dit que si c'était comme moi, j'allais fuguer et quitter la maison parce que je n'en pouvais pas. Et on vient donner les résultats. Le jour où on donné les résultats, bon, quand on disait on donne le bas, ils n'ont qu'à donner les résultats. C'est leur affaire. Donc après, papa me demande c'est comment les résultats, c'est comment. J'ai fait comme si je ne savais pas qu'on avait programmé. Je dis non, il faut appeler. Puis bon, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai joué 2 fois à Lomé, je ne vais plus passer ça ici. Je me suis inscrit à Tchévier dans le centre. Donc le matin, je me lève, je vais composer à Tchévier. Après, l'après-midi, je rentre et tout. Donc, aller au final, je vais pas aller écouter que j'ai échoué. C'est quelle histoire ça? Je suis à Lomé tranquille. Et après, un ami m'appelle. Il s'appelle Edem. On a passé l'examen ensemble pour savoir si demain, en venant
en repartant, on pourrait repartir ensemble, quoi. Justement. Pourquoi? Je dis, oh, bon, non, c'est pas sûr. Que je me dis, ok, je vais pas passer l'oral. Donc, il m'informe en fait que je dis quoi? Je suis sorti pour l'oral, il me dit, oui, je dis, c'est quelle blague ça? Il a qu'à faire attention. Il me dit, oh, il savait que je n'étais pas venu pour les résultats. Je dis, non. Il sonnait 18h, 19h. La nuit là, j'ai dit, non, il faut que j'aille à TV pour vérifier par moi-même. Et papa m'avait suivi avec un ami. On est arrivé autour de 21h dans le centre d'écrit, je vais le chercher, et puis, je vois mon nom. Je ne rêvais pas. Le bac m'a fait chier, mais j'ai fini par l'avoir. Et finalement, quand j'ai récupéré mon relevé, j'avais eu 0 en maths. 0 carrément. 0 en maths. C'est-à-dire que j'ai mitigé le bac malgré mes notes en maths. C'est une phrase de MC Solar et je pense que je la répétais depuis et ça m'a suffi. Donc voilà, donc après cela, il fallait partir pour Montréal. J'ai dit, je vais continuer la musique. Non, voilà, au moins, vas-y, il dit, c'est cette histoire. Mais Dieu est d'or, quand je suis parti pour les formalités du visa, j'avais été recalé. Ils ont demandé que je repasse à la rentrée qui allait suivre. Pendant ce temps, j'avais une petite amie. Elle s'appelait Norma. C'est même d'elle que le nom d'artiste Amron est né. Amron à la base c'était un seul A et c'était l'anagramme de Norma. Quand tu prends Norma de la fin, au début ça fait Amron. Donc voilà. Je raconte cela parce que cela fait partie du processus qui a enclenché ma carrière d'artiste. L'amour. On était ensemble, oui, on a fait 2 ans. On se connaissait depuis le collège protestant en seconde, mais après on s'est mis ensemble. Et en 2008, il a fallu qu'elle parte en Côte d'Ivoire pour poursuivre ses études là-bas. Donc moi j'étais là et elle me manquait. J'avais envie d'aller le voir. Oh là là. Au même moment, il y avait les Toufan qui étaient là pour le festival d'Alomombo en Côte d'Ivoire, exactement. Donc je profite de l'occasion pour aller voir ma petite amie et je vais, on finit par rompre. Donc j'étais un peu mal, j'ai quitté l'hôtel où j'étais pour rejoindre les masters dans leur hôtel. Et c'est là carrément le rêve de devenir artiste m'a pris. Et ma sagesse m'avait donné pas mal de conseils pour m'éclairer cette nuit-là. On était dans le hall et je voyais les Magic System pour la première fois, les Leslie qu'on voyait à la télé, les Willy Denze, Jeff le Gaou magicien, il avait ses locks à l'époque et tout. Je voyais du monde, je voyais comment le monde des artistes marchait quoi. Et dit waouh, j'ai vraiment envie de faire partie de cet univers-là. J'ai vraiment envie de faire partie de cet univers. Et on devait sortir pour marcher avec Master et cette nuit-là il me donnait des conseils. Voilà, si tu veux entrer dans la musique, il faut rentrer par la grande porte. Tu vois, nous, notre carrière a changé depuis qu'on a commencé à investir dans notre image et tout. Donc moi, si je dois te donner un conseil, quand tu veux commencer la musique, commence comme un grand en même temps. Donc, j'étais dans l'ombre, les gens ne me connaissaient pas, mais j'apprenais déjà beaucoup. Parce que à l'époque, eux, ils étaient déjà les tops. Et moi, j'ai fait les écoles avec, mon école avec les tops. Donc, j'avais déjà quelques codes que les autres n'avaient pas. Donc, en 2009, j'ai décidé de sortir mon premier single. Et c'était parce qu'ils avaient fait le clip à Boss Player et j'ai vu l'effet que ça fait, que moi j'avais eu envie de faire le même exploit et je voulais être le premier rappeur. Donc il fallait trouver des sous pour le faire et là j'ai dû passer par mon moment pour qu'on puisse convaincre le papa. J'ai dit voilà, je veux qu'on puisse me lancer dans la musique parce que il s'occupe de mes frères, il paie leur scolarité et tout. Moi je décide d'arrêter les études, c'est vrai, mais qui n'ont qu'à me lancer. Et ils n'ont qu'à me lancer avec la réalisation de la vidéo. C'est pour me lancer ma carrière. Après moi-même je vais essayer de me prendre en charge. C'est un peu comme s'ils payaient mes études en fait. Donc à l'époque papa a dû faire un prêt de 2 millions pour me remettre, pour que je puisse assurer le clip. Un prêt? Oui, c'est un prêt. Donc j'ai pris cet argent et j'ai dû voir d'autres personnes aussi parce que finalement le clip à lui seul m'a facturé 2 millions. Et il fallait trouver de l'argent pour le billet d'avion, l'hébergement et tout. J'ai dû voir 2-3 personnes de gauche à droite et le clip s'est fait. Et on va retenir que quand le clip est sorti en 2009, ça a été carrément, ça fait l'effet d'une bombe. Justement. Et ça a créé un mythe autour de moi. Parce que les gens avaient du mal à comprendre que quelqu'un puisse vivre au Togo. Puisque jusque-là, j'avais même pas encore mis pied en Europe. Mais les gens ont déjà imaginé et commencé à répondre que je venais d'Europe. Parce que c'était impossible ou improbable pour eux de voir un Togolais qui est vécu ici, mais faire un test purement en français et venir avec une vidéo d'une telle qualité. C'est impossible.
Donc en même temps, ça a commencé dès qu'ils ont su, au fil en aigu que non, son papa est officier, oh voilà, c'est eux, ils bouffent l'argent, du pays et tout. Que oui, moi j'ai volé l'argent de mon papa pour venir investir dans, mais pour faire de n'importe quoi, sans savoir les sacrifices auxquels j'ai consenti avant de me mettre dans la musique. Mais bon, c'était un couteau à double tranchant, parce que ces rumeurs me plaçaient en même temps comme un big boss dans le game. Amron, c'est un gars, il est super riche, tu vois. Donc ils m'ont même un peu classé au-dessus de Toufan parce qu'ils ils ont vu comment Toufan a commencé avant de monter. Moi, je suis venu en même temps, je suis déjà blindé, je suis venu en tant que boss. Et le revers de la médaille, c'est que quand tu vas faire la promo maintenant, les gens t'attendent. Ah, ouais. Il faut bien parler. Ah, bien sûr. Donc, ce qu'on peut octroyer peut-être facilement à d'autres, toi, on te demande peut-être... On te complique la situation. Parce que derrière, les gens ont du mal à penser que tu puisses manquer d'argent. Qu'est-ce que tu racontes? On sait que tu es... Donc, il y avait un mythe autour. Voilà. Et en ce moment, je rentre, je commence à faire la promo. C'était un peu dur et tout. J'avais travaillé en ce temps avec Wilfried Dakari. Il était mon premier manager, si je peux le dire, Wilfried Dakari. Et il m'avait donné quelques coups de main pour que je puisse passer en radio, organiser des émissions pour moi, et de fil en aiguille. Et il me fallait trouver un producteur. Donc en ce moment, on fait des recherches. Je tombe sur un ami de longue date qui devait collaborer avec moi. En me donnant quelques cours. Et il finit par devenir mon manager. On commençait à monter le projet de l'album ensemble que je composais. Et son cousin finit par être notre producteur. Et on travaille sur le projet Black Boy. Black Boy, je l'ai fait à Libreville. Et quand il est venu avec la sortie de l'album, ça m'a carrément mis dans une autre dimension parce que le côté cinématographique du clip avait émerveillé. Et les gens disaient waouh, comment il peut faire ça et tout. Et bon, ça m'a donné un peu plus de crédibilité. D'où d'ailleurs le surnom Black Boy qui est resté lié à moi jusqu'aujourd'hui. Donc moi je pense que la vie de tous les humains ont de l'importance. Il faut qu'on arrive à savoir que ce que nous avons en commun, c'est cette humanité. Il faut qu'on la défende. Donc c'est un peu dans cette logique que j'étais. Et en 2019, j'ai sorti Vérité pour annoncer le retour de Amron 2A. Mais comme j'étais dans la peau de l'éclaireur, il fallait que je puisse balancer un message dans lequel tout le monde pouvait se retrouver. Et quoi de plus normal que de m'inspirer de mon quotidien, de ma réalité, que ce soit dans mon environnement direct ou ce qui se passait un peu en Afrique, pour essayer d'aller dans une dimension beaucoup plus large. Et j'ai sorti Vérité. J'ai créé des personnages. J'étais le fou. En même temps, j'étais un roi, j'étais un prince. Et le rôle du fou a pris le dessus. Parce que les gens ont dit voilà, on a perdu la tête et tout. Bon. Après, il fallait du temps pour essayer de teindre la polémique, revenir sur l'identité, expliquer aux gens. On a eu à faire la com qu'il fallait. Il fallait poursuivre en 2020 quand la Covid est arrivée. Et il fallait mettre une pause. On s'est dit au départ, non, on va attendre que la maladie passe et puis on va reprendre les activités. Et jusque-là, la maladie menace toujours. Et en 2021, il fallait revenir au devant de la scène de façon définitive. Et on a sorti Surhumain, qui n'est autre que le single qui annonce le retour, comme il a su le dire dans le portrait. À un moment donné, on a senti un retrait d'Amron de la scène musicale togolaise. Donc du coup, j'aimerais savoir ce qui a concouru exactement à ce retrait-là. Ouais, comme je l'expliquais, après les projets qu'on a essayé d'initier et qui n'ont pas marché, moralement tu es atteint parce que c'est des investissements. Tu vas convaincre des gens, voilà, nous allons faire ça, ça va marcher. Investissez et sur le retour sur investissement, chacun aura son bénéfice. Mais bon, quand le projet sort, il n'est pas bien accueilli et tout flop, c'est des dettes que tu as sur tes épaules. Et il fallait, comme je le dis, reconstruire ma carrière, redéfinir la personnalité que j'allais être. Il fallait rester constant parce que quand tu fais une interview aujourd'hui où tu dis moi je ne mange pas la viande, il faut que jusqu'à la fin de ta vie tu puisses ne pas manger la viande. Donc il faut qu'il y ait de la cohérence dans ce que tu dois être. Alors que pour laisser certains vices, ça prend du temps. Par exemple, moi avant je répondais du tac au tac. Quand je vois dans une interview quelqu'un parle mal, je peux aller faire une chanson où je peux répondre sans appeler le nom de la personne mais envoyer des pics. Ou carrément faire une interview où je dis ce que je pense. Mais c'est plus la personnalité que j'avais envie d'incarner. Donc pour travailler sur soi, ça prend du temps. Il faut faire des tests, savoir si bon maintenant on est assez tolérant, est-ce que le seuil de patience est atteint et tout. Et puis il y a des expériences qu'on vit. Donc il y avait le manque de moyens. D'abord,
et maintenant le fait qu'il fallait travailler sur la personnalité. Je peux dire que c'était les deux principales raisons qui ont occasionné mon retrait. Mais bon, comme maintenant je suis sûr que je sais qui je suis, me revoilà. Est-ce qu'il ne faut pas dire que c'est d'une part les questions que vos enfants vous posaient par rapport à vos chansons qui vous a amené à redéfinir votre musique? Ouais, j'ai eu mon premier enfant en 2011 et après j'ai eu le second en 2013, le troisième en 2015, mais j'ai commencé mon changement en 2014 déjà, comme je l'ai dit, après harmonisation, 2014-2015, j'étais passé à AOC. C'est vrai, j'ai fait des projections et souvent il y avait une chanson que je composais et c'est Hiro justement qui va sortir. Je l'écrivais depuis 2011 déjà. Le refrain je l'avais depuis 2011, mais quand je chantais souvent le morceau, il y avait ma fille, elle avait à peine 2 ans et demi, 3 ans, mais elle répétait cela. Ça m'a fait tiquer déjà, dit ah tiens, ça veut dire en fait que oui, c'est vrai. Et dans la rue, tu vois les enfants chanter certaines chansons. Ça fait partie des choses que j'ai prises moi. Quand j'ai voulu redéfinir le genre d'artiste qu'il fallait être, j'ai ciblé les points sur lesquels il fallait que je travaille. Je ne voulais pas être responsable parce qu'en tant qu'artiste, nous sommes des influenceurs et nous sommes en même temps des éducateurs. C'est pourquoi par exemple à l'école, au cours primaire, c'est par les chansons, les chants qu'on fait rentrer l'esprit patriotique en les élèves. Donc en tant qu'artiste, nous avons cette vocation-là d'influencer les esprits. Donc il était important de savoir quel genre de message on véhicule. Si par exemple on défend des termes ou des mœurs légères, nous sommes responsables des enfants qui prendront cela comme étant un truc naturel. Donc moi j'ai essayé de travailler sur ces aspects-là pour ne pas être un artiste commun. J'ai voulu toujours travailler pour être un artiste. Excuse-moi, c'est pas de la prétention, mais c'est de l'ambition, pas comme les autres. Un artiste pas comme les autres. Et c'est cela qui vous a permis à retravailler sur votre personnalité, à vous forger et à avoir un charisme digne de ce nom, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai un charisme digne de ce nom, mais je peux dire que je suis un peu plus à l'aise avec la personne que je suis maintenant. Parlons de tout ce parcours-là. Est-ce que ton but a été atteint? Qu'est-ce qui a été ta plus grande réussite dans tout ce parcours-là? Ma plus grande réussite dans tout ce parcours, je peux dire, c'est tenir toujours debout et avoir toujours cette envie d'être artiste, de demeurer artiste, malgré tout ce que j'ai pu avoir enduré. Puisque quand on doit quantifier le niveau de l'investissement et le retour sur l'investissement, on peut dire que j'ai roulé à perte. Mais si je suis là, c'est parce que j'ai cet amour pour la chose et c'est parce que je sais comme moi je suis artiste. Donc voilà, donc je suis à l'aise, comme je le dis, avec la personne que je suis aujourd'hui. Et je ne pouvais sûrement pas être cette personne si ce n'avait été la somme de mes erreurs, de mes échecs et de mes réussites. Parce que dans toute chose, il faut essayer de tirer toujours le bon côté. Dans ce qu'on perçoit comme l'échec, quand on a l'esprit un peu plus élevé, on se rend compte que l'échec n'existe pas, mais c'est juste des opportunités pour mieux faire. Peu importe ce que nous avons pu avoir hier, peu importe qui nous avons pu être aujourd'hui, reste une opportunité fabuleuse pour définir qui nous avons envie d'être demain. Donc le meilleur reste à venir, quoi. Amen. Le meilleur reste à venir et c'est le souhait pour la plupart de ceux qui sont en train de nous suivre. J'espère bien que ce parcours a été édifiant, un parcours riche aussi en émotions et à quoi, je ne sais quoi dire également. Et j'espère bien que tu as su aussi mettre un peu de lumière dans ces zones d'ombre-là. Merci pour le parcours et je tiens aussi à dire merci à la charmante demoiselle qui t'a contenu aussi dans ses sillages entre-temps. On dit merci aussi également à mon frère Edouard. Et nous allons continuer cette émission, mesdames et messieurs. Après le parcours de l'invité, c'est la séquence qui me plaît parce qu'on va rentrer dans des séquences où on va poser des questions qui fâchent à notre invité. Et sans questions qui fâchent, et notre artiste aussi doit répondre à ces questions, parce que là où nous voulons aller maintenant, c'est cette zone de turbulence, c'est cette zone où ça dérange un peu, mais l'invité à côté, il a ce plein droit de répondre ou pas. Cette tâche va se faire avec notre frère Prince Afdal, que je m'en vais dire bonsoir déjà. Bonsoir Gélil, bonsoir chers téléspectateurs de la télévision deuxième, et puis voilà, on est là, et on est calé. Hein.
J'aime trop ta barbe là. Merci. Je fais l'effort de ressembler à Amron, notre invité du jour. Ouais. Non, et on fait l'effort. Tu fais l'effort d'être toi-même. Non, mais tu t'es barbe. Et tu es rayonnant. Merci beaucoup, Amron. Alors, Djeli, là, Prince, on est là. On est là et cette fois-ci, c'est à toi de tourner les choses comme tu veux. Voilà. Tu as cette possibilité de poser des questions n'importe laquelle à notre invité. La première question que moi je vais d'abord poser à notre invité, est-ce qu'on peut se vous voir ou se tutoyer? On se tutoie. Ouais, alors, Amron, est-ce que tu es prêt pour ce qui va venir? Prêt depuis le berceau. Voilà, super, ça me plaît bien, pépère, tranquille. Alors d'abord, je tiens à te féliciter pour ce parcours que tu as quand même eu l'occasion de tracer. Et j'ai retenu une chose dans tout ce que tu as dit, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras, en fait. Il faut toujours continuer. Et tu as toujours continué. Aujourd'hui, Amron est l'une des légendes de la musique togolaise. Et aujourd'hui, ma première question qui va à Amron, c'est de savoir, aujourd'hui on entend parler du président du rap game, on entend parler du dieu du rap game, du père Amron. Amron se donne quoi comme titre dans ce rap en fait? Il est où en fait? Il est où? En fait, je peux dire que je suis au-dessus du game. Moi je suis pas dans un game. Voilà. Ouais. Dans les gens, ils sont des dieux d'un game. Ils sont présidents d'un game. Moi, je suis dans la vie réelle. Et je suis artiste à part entière. J'ai pas besoin de porter forcément un patronyme pour définir qui je suis. Mes œuvres parlent pour moi. D'accord. Alors donc, il n'y a pas de nom exact concret. Hein. Moi, je dis quand même le soleil. Allons dire alors que je suis l'astre solaire dans l'univers rapologique du rap game. Voilà, super. Je pense que tu t'en sors bien pour la première question. Et ça me va beaucoup droit au cœur. Alors, la deuxième question, en tant qu'aîné du rap game, moi je le dis, parce que tu... Non, et les game, ce sont les aînés. Ali J, ce sont les aînés. Oui, mais pour la nouvelle génération, Amron, quand même, tu es un symbole, tu es une icône. En fait. Oui, c'est normal, je suis un astre. Voilà. Alors pourquoi est-ce que cet astre ne donne quand même pas un peu de rayon aux autres, à la jeunesse qui se lance également pour se faire connaître à travers des featuring? Parce que je ne veux pas citer des noms pour leur faire de la pub, mais aujourd'hui on a quand même l'occasion de voir certains artistes qui étaient également des aînés, mais qui poussent, qui donnent un peu de force à la jeunesse. Et puis on a vu quand même des artistes qui ont donné un peu de force aux jeunes, et puis voilà, ils se sont fait des noms. Alors Amron, difficile de le voir sortir, difficile de le voir avec la jeunesse, ça s'explique par quoi? D'abord, cela ne s'explique pas par un choix égoïste. Vous êtes témoin oculaire de mon parcours. Pas forcément. Si, quand tout à l'heure notre ami a relaté mon parcours, il y a des périodes où j'ai été absent. Là, tout le monde l'a vu, où je suis revenu. Et quand tu reviens avec un nouveau patronyme, un nouveau nom, il y a un travail qui est important à se faire. Aujourd'hui, comme moi je le dis, je ne suis pas dans les rivalités. Et il y a aujourd'hui un travail qui a été fait pendant que je n'étais pas là. Justement. Il y a des artistes qui sont venus, qui ont eu leur côte et qui ont... Pendant que vous avez laissé le terrain. C'est pas un terrain à laisser. C'est un peu comme la voûte céleste. Il y a de la place pour toutes les étoiles. Ne t'inquiète pas. Donc voilà. Ils viennent, ils ont déjà conquéri un certain terrain. Et quand on compare par exemple nos comptes sur les réseaux sociaux, ils ont plus de followers que moi. Justement. Donc faire une collaboration avec eux pour dire je les mets en lumière, je trouve que c'est pas cohérent. Ils sont plus en lumière que moi. Moi, je suis en train de faire mon retour. Mais pour te dire, depuis que j'ai sorti Surhumain le 6 juin, à partir du 20 juillet, j'ai lancé le Surhumain Challenge. Et le Surhumain Challenge a pour principe de permettre aux gens de poser un couplet sur un extrait du single Surhumain. Ils posent ça sur leur page, je pose ça sur ma page, et ils doivent avoir un cumul de 2000 vues et de 1000 likes. Pour passer à la deuxième étape. Et une troisième étape leur sera imposée où ils doivent faire une interprétation en live. Parce que le live, c'est une arme qui est indispensable pour un artiste qui veut faire une carrière à l'international. Donc déjà, ces artistes underground, il faut déjà les initier dès le départ. Et j'ai initié cela. Une épreuve de live leur sera imposée.
Le challenge a été conclu par coïncidence hier et nous comptons 66 jeunes concurrents. Et parmi eux, je te dis, il y a une vingtaine qui sont super doués. On est en train de mettre en place la Ligue des surhumains. Parce que je les réunis commune par commune et on leur fera faire des cyphers à thème. Et les thèmes qu'ils vont aborder vont entrer dans le thème de l'éducation. Et chacun pourra se défendre dans sa commune. Après, ça sera comme un championnat de foot, mais joué par des rappeurs. Donc, il y a un travail qui se fait derrière. Un featuring, je ne pense pas qu'on le fait juste pour avoir de la visibilité par rapport aux autres. Mais il faut que notre action puisse, au-delà du featuring, apporter quelque chose à toute la nation. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons chacun sa méthode. Il y a des gens qui font des featuring qui ont 200 000 vues, c'est suffisant, ils ont mis quelqu'un en visibilité. Mais moi, ces jeunes, on va faire un travail sur le long terme. Ce n'est pas sur un morceau, ça va s'arrêter. Et c'est très important. Justement. Voilà. Deuxième question, tu t'en sors également très bien. Ça va super pour le moment. Alors Amron, moi je... tu dis ça va super pour le moment. Pour le moment. Non, ça ira mal. Voilà. L'essentiel c'est ça, c'est la question qui fâche en fait, hein. Pour le moment ça va, tu es toujours dans la gamme, ça me plaît bien. Alors quel artiste togolais t'as le plus déçu? Le plus déçu. Ouais. Je peux dire moi. Je suis l'artiste togolais, je me suis déçu parce que j'aurais dû faire plus d'efforts pour être peut-être plus loin que je ne le suis aujourd'hui. Mais je n'ai pas pu fonctionner comme j'avais espéré et cela m'a déçu un peu. Mais bon, je reste motivé. Voilà, autrement dit, tes relations avec les autres artistes togolais, à part toi. Mes relations avec les autres artistes togolais, il n'y a pas d'animosité entre moi et les artistes togolais. Et au cours de mon parcours, il m'est arrivé d'avoir des histoires avec certains et on a gardé de bons rapports. Il m'est arrivé d'avoir d'autres histoires avec d'autres et les rapports ne sont plus au beau fixe aujourd'hui, mais bon, ça c'est dans le commun de tous les humains quoi. Voilà. Massadias, ça te dit quoi? Massadias, comme je l'ai dit, c'est le premier ingénieur de son avec lequel j'ai travaillé. C'est un gars qui a su éveiller ce génie artistique que j'avais en moi. Justement. Et c'est en même temps mon beau-frère. J'ai épousé sa petite sœur. Sa petite sœur. Sa petite sœur, même père, même mère. Tu permets? Oui. Devant Dieu et devant les hommes. Puis. Mais je l'ai épousé à la mairie devant Dieu et devant les hommes. Justement. Mais au-delà de ça, quelles sont vos relations, avec Massadias aujourd'hui? Massadias, c'est mon beau-frère et quand il y a des réunions de famille, on pourrait peut-être se retrouver là-bas. Mais à part ça, ils n'ont pas le temps, ils voyagent beaucoup, donc on n'a pas le temps de se fréquenter. Ce que je voulais, tu es en train de continuer là-dessus. Mais parce que tu ne me poses pas directement la question que tu veux. Je reviens là-dessus, entre-temps, pour dire que c'est pas Massadias qui t'a appris comment chanter. Massadias m'a appris comment chanter. Justement. Ça c'est abusé de dire qu'il m'a appris comment chanter. Comme je l'ai dit. Il est ton papa, musicalement parlant. Bon, pourquoi il est mon papa musicalement parlant? Un papa, c'est quelqu'un qui enfante quelqu'un. Massadias ne m'a pas révélé artiste. Il t'a enfanté avec le micro de moins de $1. $1? Oui. Non, c'est pas lui qui m'a enfanté avec le micro. Comme je l'ai dit, le studio appartenait à un ami qui est au camp. Il était le premier ingénieur avec lequel j'ai travaillé. Et c'est vrai, il m'a donné les codes, oui. Quand tu peux faire la première voix, la deuxième voix, j'ai appris. Mais dire qu'il m'a enfanté, je ne sais pas par rapport à quoi. Si on ne fait même pas le même style. Il m'aurait enfanté. Ça s'appelle comment? Qu'est-ce qu'il s'appelle comment? Un enseignant, autrement dit. Bon, il s'appelle Massadias. Oui. C'est Masta. Donc tu concèdes? Je n'ai jamais mis son talent, je n'ai jamais nié son talent. Et toutes les fois où l'occasion m'a été donnée, j'ai dit que s'il y a un artiste en Afrique qui peut faire plus qu'Arafat, c'est Massadias. Justement. Mais bien avant que Prince ne revienne aussi sur ces questions, je voulais savoir, c'est parce que tu as eu l'occasion de se retrouver avec Massadias au-delà des 0 heures que tu as finalement chopé sa petite soeur. En fait, justement, tu te rends compte quand on se trouvait au-delà de 0 heure, ce n'était pas chez lui à la maison, c'était au studio. Mais tu l'accompagnais? Qui l'accompagnait à minuit. Mais comment tu as croisé sa petite soeur? Voilà, en fait, carrément là où il voulait en venir, mais comment se fait-il que tu chopes la petite soeur de Massadias? Je ne l'ai pas chopé. Tu l'as eu comment? Je l'ai dragué. Comment? Je lui ai fait la cour, comme un homme fait la cour à une femme. À quelle occasion? Quelle occasion? Mais on s'est rencontrés lors des concerts, quand il y avait les prestations, elle venait. Et souvent, elle était dans la cellule d'accueil de l'équipe qui organisait les concerts. Ils sont dans le staff? Dans le staff, voilà. C'était les concerts de son frère. Elle vendait les CD pour son frère et tout. Mais bon, on a commencé à causer. Et je rendais visite à Massadias, tout comme il me rendait visite. Tu comprends?
Il venait chez moi à la maison, Ok, j'allais ok, chez lui. Ça commence pas à venir presque. Voilà. Ça ne commence pas à venir, c'est Voilà. l'histoire, c'est la Tu allais réalité. chez Massadias, Il venait chez moi. il venait chez toi. Oui, Et tu as profité. je n'ai pas profité. Si. Ok, d'accord. Mais Nous avons profité. La fille et moi, nous avons profité l'un de l'autre. Bon, en Ok. gros, si on dit, bon, là, présentement, madame avait profité de vous. Vous avez profité de madame. Non, c'est on a- habituel. Hein. On a eu 4 enfants. C'est pour dire que, bon, on ne s'est pas vu et puis on a voulu tenter quelque chose au hasard, quoi. Ouais. Et on s'est parlé en tant qu'adulte. Tout comme Prince peut aller dans la maison de sa copine, voir le frère, le papa, la maman, mais en tant que C'était homme, c'était voilà. vraiment du sérieux. Exactement. C'était pas dans l'à peu près, en fait. Ben non. C'est la raison pour laquelle on a fait le mariage bien avant que l'enfant ne naisse. Hmm. Mais, C'était bien. mais de là dire qu'il m'a enfanté, tu essaies de le déifier. En tant qu'Imbo, Massadias qui est là en face, mais pourquoi on n'a pas voulu aussi t'aider musicalement parlant pour avoir une collaboration? Ouais. Mais là, justement, tu me poses une question à laquelle j'ai pas la réponse parce que je ne suis pas Massadias. Mais est-ce que toi, moi, tu as j'ai tenté? tenté? Oui, Oui. j'ai fait plusieurs fois le pas. Et qu'est-ce qui a pas marché? On a fait 4 featuring au total. Oui, Si on doit prendre du début de ma carrière en 2009 jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai enregistré sur 4 morceaux avec Masta? Toufan. Oui, c'est que- Avec les Toufan ou c'est que avec avec Masta, il y a eu, avec Masta, il y a eu 4 morceaux. 4 ensemble. collaborations. Et si on doit compter les Toufan, ça fait 3 collaborations. Ok. à monter. Mais où sont ces collaborations? Que deviennent ces collaborations? Ça, c'est sûrement dans la machine de Massadias. Ah, ok. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça n'arrive sur pas. la- à On sortir. attend peut-être la bonne année pour sortir le morceau. Pardon? Ok. Pardon? Peut-être qu'on attend la bonne année pour sortir le Quelle morceau. bonne année encore? Non, il faut attendre le bon timing, Le bon moment. le bon moment. Mais presque, tu ne trouves pas que ça cale quelque chose derrière la relation entre Amron et Massadias? Non, mais justement, pour en venir, Jelly, si tu le permets, Oui, on va justement venir par rapport à ça, à Massadias également. Amron, ces derniers temps, on t'a connu sur une autre casquette, plus dans les lives, dans des directs. Amron très remonté. Amron qui dénonce, Amron qui vraiment fait des directs de 5 heures de temps. Je n'ai fait qu'un seul direct. Oui, mais Ben, ça fait partie. C'est-à-dire, on me retrouve dans des directs, non. Bon, Ceux ok, qui font d'accord. les directs, on les reconnaît. Disons- Moi, je n'ai fait qu'un seul direct. Disons un seul direct, mais qui vraiment a valu, bon, c'est 5 heures, ça fait 5 5 heures de direct. 5 directs. dans lesquels Amron a fait des révélations pas possibles. Oui. Et aujourd'hui, dans l'émission, on est là, nos téléspectateurs sont là et veulent savoir concrètement, ceux qui n'ont pas peut-être eu l'occasion de regarder ce direct. Amron, des personnes qui, entre-temps, avec qui tu as collaboré et ça n'a pas marché, à l'instar de M. Mohamed Nimaga, l'actuel producteur de Centrinos Raphaël. Alors, qu'est-ce qui se cachait derrière c'est quoi l'histoire en fait derrière ça? Il n'y a pas une histoire derrière ça. Dans le direct live de 5 heures, Ouais. il était question de relater mon parcours. Comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, mais sauf qu'ici on ne peut pas faire 5 heures. Mm. Nous sommes tenus par le temps. Donc il fallait résumer de façon globale et précise ce que j'ai résumé en plus de 5 minutes ici. Mm. Et j'ai pas prévu faire un direct de 5 heures de temps. Mais quand j'ai commencé à relater mon parcours, de fil en mesure, au fil en aiguille, je voyais que l'heure passait. Et à un moment donné même, j'ai dû contracter les histoires pour ne pas avoir ennuyé les gens. Justement. Donc, ce que j'ai raconté dans mon parcours, ce n'était pas pour faire une chasse aux sorcières ou pour régler des comptes. Non, c'est pourquoi je n'ai pas eu à parler à l'époque. Ouais. Mais ici, c'était un peu comme une autobiographie, mais plutôt que d'écrire, je l'ai fait en live pour laisser une empreinte vivante. Comme je l'ai dit, je sais qu'après la mort, quand on finit par quitter la terre, les gens ont tendance à inventer des vies. Mais je me suis dit, ce qu'on fait aujourd'hui sur le net, Jésus, Mahomet ou Bouddha n'ont pas eu cette chance-là. De laisser des récits vivants de leurs paroles pour que les gens puissent aujourd'hui se référer et dire que ah oui, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Justement. Donc c'est pourquoi j'ai pris le temps de raconter quand j'ai commencé ma carrière, les gens que j'ai rencontrés, les difficultés que j'ai eu à avoir. Ça fait partie de la vie de tout un chacun. Donc ce n'était pas pour une guerre ou pour créer de la discorde, non. Mais j'ai laissé une empreinte vivante de mon parcours. Donc tout ce que j'ai dit est dans le direct. Et c'est la vérité, c'est vérifié. J'avais promis à la fin du direct que moi j'étais ouvert pour les collaborations, j'étais ouvert pour réparer les choses si les gens étaient ouverts. Et même j'ai après posé des actions qui allaient dans ce sens. Pour montrer justement que je n'étais pas dans un état d'esprit belliqueux. Et j'avais promis que je ne ferais pas le tour des médias pour m'étaler là-dessus, pour dire voilà ce qui s'est passé. Je ne suis pas dans une logique de revanchard. Non, je considère toutes ces personnes qui,
m'ont fait du bien, j'ai rendu le témoignage. Quand ça s'est mal passé aussi, j'ai rendu juste le témoignage. Et je les considère comme étant mes maîtres, pas ceux qui m'ont conçu, non, mais mes maîtres parce qu'ils m'auront appris à bien connaître les aînés également. Voilà. Alors, et aujourd'hui, après ce direct, les relations avec ces personnes que tu as indexées dans tes directs, c'est comment maintenant avec eux? C'est l'attention à haut niveau ou bien l'attention chutée? C'est comment? C'était au niveau où c'était avant que je ne fasse le direct. Je n'ai pas fait ce direct pour obliger les gens à se rapprocher. J'ai fait ce direct pour que les gens sachent le rôle que les gens jouent. Et ils ont su? Qui n'a pas su? Et quel est le qui n'est pas au courant de ce direct? Et le retour? Quel retour? S'il y avait eu un retour, tout le monde l'aurait su. Si j'avais calomnié qui que ce soit. Non, personnellement. S'il y avait calomnié qui que ce soit, les gens avaient la latitude d'aller porter plainte. Parce que c'est monnaie courante aujourd'hui. Ou carrément même revendiquer avec un autre direct. Exactement. Voilà. Donc je n'ai fait que dire la vérité. Et bon, je ne me suis, comme je l'ai dit, je ne me suis pas étalé sur tout le fond de l'histoire. Mais j'ai essayé de briefer pour que les gens sachent qui a fait quoi. Abron, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Merci d'être là. Et pour terminer, un mot à l'endroit de la jeunesse qui est en train de nous suivre. Cette jeunesse, je sais bien qu'elle est fougue, elle est amoureuse aussi de la question musicale. S'il va falloir qu'on leur prodigue aussi des conseils, qu'est-ce que vous allez dire? Je ne peux pas m'ériger en donneur de leçons. Aujourd'hui, je me dis, l'art est pluriel et chacun fait ce qu'il veut. Mais si on doit parler à la jeunesse aujourd'hui, dans le sens de pouvoir peut-être donner un conseil qui peut permettre, c'est de faire beaucoup preuve de discernement. Parce qu'aujourd'hui, il y a n'importe quoi sur la toile. On peut dire que c'est une boîte à Pandore qui a été ouverte. Et étant jeune, étant influençable, les gens parfois font des choix de carrière ou de vie qu'ils finiront par regretter, peut-être dans 5 ou 10 ans, ils ne sont pas encore conscients. Donc moi, j'en appelle d'abord à la bénédiction divine, parce que c'est Dieu qui coiffe tout. Et je souhaiterais que chaque jeune puisse avoir l'esprit de discernement pour savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui est injuste. Mais vous n'êtes pas de la maison? Ou bien vous êtes de la rue? En fait, je suis un membre de l'univers. Je suis un astre. Une maison, c'est trop peu pour me contenir. Yes, va. Ouais. Merci d'être plateau avec nous. J'espère bien vous retrouver prochainement. À tout moment, moi je suis là. On doit terminer, mais bien avant qu'on termine, on va demander notre invité de nous faire donner quelque chose pour terminer cette émission. Yeah! Omnipotent dans l'arène, on représente tout l'univers, donc y a pas le feu. Feu éternel, on prend de la hauteur. En vrai, Amron ne jalouse que les dieux. On combat avec style, comme le grand Achille s'impose dans les arènes hostiles. Puissance tranquille, plus fort qu'un missile, même si nous avons l'air docile. Obedjanta di pouvoir que nous au fubemi bakwato les gamma mera. Enya lenya me minamana mianyabe manyana nami jenagamome. Mitonya wone nya roji doudou me file di maou do lazan ikaroro. Nya te peve na voix mi do la glone maouba. Mon ami Mila Idipo. Mon époque je vais la marquer. Solitaire je me suis démarqué. Égal à moi-même traqué, déterminé, seul les braves le remarquer. L'homme des soya resamwe, pozone bello, sondo ekbawe, esawe, chikbando e wakanya la miye, rie le fendu weto relato miye. Mon jozo boyozo samloa, men de tenge bereyem de zeblang zoua, te venim ne boboto et chaki et son satan, boloba awaki, ra! Y'a pas le feu, mais il fera chaud. Ouais, un surhumain. C'est fini.